voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette journée. J'ai plus ou moins compris qu'on n'attendait pas de moi une conférence scientifique comme celle qui vient d'être faite, mais plutôt d'être une sorte de témoin de cette journée de l'innovation, que je prends aussi comme une invitation au voyage, si j'en crois non seulement le titre et l'esprit dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Au voyage et au dépaysement. Alors, depuis Paris, où il faisait un temps épouvantable, il pleuvait, l'idée de partir à Kyoto et de sortir de la grisaille parisienne m'a bien tentée, mais surtout, c'était l'occasion pour moi de revenir dans une académie où je suis fréquemment allée, où j'ai beaucoup de relations, d'amis, relations de travail, et d'avoir le plaisir aussi de voir quelques années après, parce que ça fait quand même quelques temps que je ne viens plus régulièrement, en tout cas, comment les choses avaient évolué. Donc voilà donc pour mes remerciements. Madame la rectrice a dû nous quitter, mais je sais qu'elle regardera vos travaux et donc aussi peut-être ma présentation qui sera enregistrée, je crois. Donc je m'adresse à elle aussi pour la remercier et pour dire que cette réunion me paraît d'autant plus importante qu'elle est, alors j'allais dire inédite, elle n'est pas inédite parce que c'est vrai que dans d'autres académies on a aussi ce type de journée, de séminaire, de réflexion, mais j'ai bien compris quand même que c'était un moment fort d'impulsion et de partage d'expérience pour vous. Et que c'était que cette journée marque une étape importante dans un processus qui est, si j'ai bien compris, un processus que vous mettez en place dans votre académie depuis au moins 2 ans, même si des choses ont commencé avant, bien sûr, mais particulièrement sous l'égide de votre rectrice, et un processus que reflète bien par sa méthode d'élaboration, qui est la concertation, et par son contenu, le projet académique. 2017-2021. Avant de venir vous parler, j'ai pris le temps de le lire, de le regarder. J'ai vu qu'il avait été construit, alors peut-être pas avec tous ceux qui sont ici, mais quand même à plusieurs mains, comme on le disait tout à l'heure. Et j'ai vu que, et c'est ce que la rectrice vous a dit ce matin, la pédagogie, la formation des personnels et le développement professionnel sont au centre de ce projet. Vous m'interrompez, n'hésitez pas, hein, si ce n'est pas vrai. Donc, avec bien sûr comme objectif toujours de permettre aux élèves, bien sûr, de construire leur parcours de réussite. Hein, et la notion de parcours dans ce projet est importante, depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université, et même jusqu'à l'insertion sociale et professionnelle dans ce projet. Mais aussi, et c'est ce qui est intéressant en tout cas pour le sujet qui me concerne, en promouvant une démarche collective, horizontale de co-formation, adossée à la recherche, et en promouvant donc et en mettant en avant l'expérimentation et l'innovation, c'est pas la même chose, comme des moyens de fédérer les équipes et d'accompagner aussi le travail des équipes. Donc ma première réaction, puisque il faut que je sois un témoin, donc en vous écoutant, en observant les ateliers, les présentations que vous avez faites en atelier, ma première réaction c'est de trouver ici une académie particulièrement dynamique, en tout cas du point de vue de l'innovation. Et puis c'est pas une formule de politesse, hein, c'est vraiment ce que je ressens, hein, sinon je ne dirais pas. Alors, dans ce processus, quelle est la place de l'innovation? C'est une question que je me suis posée aussi en essayant de caractériser le projet académique, et surtout votre démarche plus que le projet sur papier. Hein. Il me semble que l'innovation n'apparaît pas comme un objectif en soi, et ça c'est quand même un élément important, parce que parfois on voit beaucoup d'endroits où on innove pour innover, où c'est une valeur en soi l'innovation. Mais c'est vraiment le moyen, alors en tout cas c'est comme ça que je voudrais vous proposer de la définir, le moyen de s'adapter à un environnement vivant, un environnement mouvant qui évolue très rapidement et qui implique d'inventer sans cesse, enfin autant que possible, des réponses nouvelles à des besoins nouveaux et à des contextes variés. Il est clair qu'aujourd'hui, la diversité des publics qui sont accueillis dans les établissements scolaires, et puis
aussi le fameux défi de la réduction des inégalités sociales et culturelles, dont vous savez que c'est un défi particulier pour la France. Mais aussi, et surtout, c'est de ça que je vais parler essentiellement aujourd'hui, et aussi donc les besoins issus de la société de l'information et de la communication qui changent, comme on l'a vu avec la conférence précédente sur des outils d'écriture, enfin sur l'ordinateur en particulier, qui changent véritablement le rapport au savoir, le rapport aux apprentissages, mais aussi qui fait évoluer les métiers, et puis surtout qui fait évoluer le comportement des élèves, ce qui est un élément très important. Tout cela nous oblige à mettre en question les formes et les cadres traditionnels de notre enseignement. Et c'est ce que j'ai appelé la forme scolaire. Alors j'aurais dû préciser, c'est parce que j'ai écrit ce rapport sur repenser la forme scolaire à l'heure du numérique que je pense avoir été invitée aujourd'hui à vous parler. Donc cela nous oblige à repenser globalement la forme scolaire, les cadres en tout cas et les normes de notre enseignement, mais aussi, j'irai plus loin, à reconsidérer nos objectifs éducatifs. On dit que les finalités de l'école sont toujours les mêmes, oui, au sens large, mais il y a quand même aujourd'hui, et peut-être que ça va me permettre de faire une petite parenthèse qui n'est pas prévue dans mon texte, de rebondir sur la conférence précédente. La question qui a été posée de savoir si, alors, est-ce qu'il faut apprendre à écrire sur l'ordinateur à l'école. Je pense que c'est un bon exemple, ce changement, cette transformation numérique de la société, pour dire que l'école a des nouvelles responsabilités. Le système scolaire a des nouvelles responsabilités, donc de nouveaux objectifs. Oui, apprendre à lire, écrire, compter, respecter l'autre, pardon. Mais à lire à l'heure du numérique, à écrire à l'heure du numérique, à respecter l'autre à l'heure du numérique, c'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des compétences nouvelles, dites les compétences, vous savez, génériques, transversales du XXIe siècle, comme la collaboration, la créativité, l'autonomie, l'apprendre à apprendre, la curiosité, l'esprit critique. Vous allez me dire, ça existait déjà tout ça, mais à l'heure du numérique, ça prend une dimension particulière, et peut-être qu'il faut, peut-être pas changer les finalités d'école, mais hiérarchiser, prioriser autrement ces finalités, et peut-être mettre en lumière un certain nombre de compétences et de connaissances qui relèvent de ce que j'appelle l'éducation aux médias. Personnellement, pour moi, on en est toujours à ça, parce que l'éducation numérique, c'est aussi l'éducation aux médias, c'est-à-dire au support qui médiatise notre enseignement. Voilà, et donc qui prépare, des compétences qui doivent préparer les élèves à vivre et à agir dans ce monde qui est saturé d'informations et d'objets connectés. Alors c'est un long prélude, mais ça me permettait de revenir sur le sujet des outils par rapport à ce qui a été dit juste avant. Un outil, vous l'avez compris, et c'était la réponse de Thierry Olive, un outil n'a pas de valeur intrinsèque. C'est l'objectif pédagogique, la tâche qui est définie dans un objectif pédagogique choisi, et c'est sa place dans un scénario, dans une séquence pédagogique, qui lui donne sa valeur. Donc, la question qu'on pose tout le temps, et en particulier l'institution, donc je suis bien placée pour le savoir, et qui était un peu la question sous-jacente à la mission que m'avait confiée la ministre, à savoir, est-ce que les outils numériques sont efficaces sur les apprentissages? Est-ce qu'ils améliorent les résultats des élèves? Eh bien, pour moi, je suis désolée de le dire, et pourtant, on comprend qu'elle soit posée cette question, parce que c'est un investissement énorme d'équiper les établissements et de lancer l'école, de faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Mais pour moi, posée comme ça, la question n'a pas vraiment de sens. Je voudrais vous citer un passage du rapport du CNUM, vous savez, le Conseil national du numérique, et c'était Benoît Thiolin qui écrivait ça. Ça m'avait
frappée, et je pense que ça résume bien tout ce qu'on a dit tout à l'heure. L'enjeu n'est pas tant de prouver qu'avec le numérique, les élèves vont mieux ou moins bien réussir, mais de s'interroger plutôt sur la place que le numérique peut ou doit avoir au sein d'une école du XXIe siècle, dont l'ambition est de construire une société plus juste, plus émancipatrice, en un mot plus républicaine. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la caricature d'opposer l'école républicaine et ses valeurs à des nouvelles valeurs ou une nouvelle école, mais plutôt de montrer qu'il faut maintenir nos objectifs et nos finalités, mais dans un environnement nouveau qui implique une culture nouvelle, des gestes nouveaux, des comportements nouveaux et des environnements nouveaux. Voilà la problématique. Alors je reviens à l'innovation, parce que ça c'était une parenthèse par rapport à ce qu'on avait dit ce matin, enfin tout à l'heure. Je reviens sur l'innovation. Donc l'innovation, je le disais, n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen de s'adapter à un environnement changeant et en particulier au monde numérique, de développer donc les compétences et les connaissances nécessaires à tout élève pour rentrer dans la société de demain, mais, et donc reconsidérer nos objectifs éducatifs. Mais une autre chose que je voulais dire à propos de l'innovation et de ce que j'ai vu dans votre académie, c'est que l'innovation ne peut pas être une injonction. Elle ne peut pas être une injonction venue d'en haut. Et c'est bien toute la difficulté depuis des années que j'inspecte et que je vois oui, aussi des injonctions, mais des politiques publiques qui essaient de se fonder sur l'esprit d'innovation, la culture de l'innovation. Eh bien, tous les responsables sont confrontés à cette difficulté depuis longtemps. On sait que imposer l'innovation, imposer l'esprit d'innovation, ça ne marche jamais. L'innovation, elle vient d'en bas. Ça ne veut pas dire que le pilotage ne doit pas en tenir compte, mais structurer, accompagner, orienter et surtout donner les moyens et l'espace pour que s'expriment ces initiatives, ces projets, pour éventuellement les pérenniser, après évidemment une évaluation, hein, il ne s'agit pas de ne pas évaluer et de prendre tout pour argent comptant, mais c'est bien le rôle d'un recteur, d'une hiérarchie au ministère, et il me semble qu'ici, dans ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Donc en tout cas, cette journée montre que vous avez fait le choix de faire de l'innovation, donc un levier. La rectrice a dit un levier de cohésion, ça me paraissait, c'est effectivement ce qui ressort, donc j'ai changé, j'avais prévu un levier de réflexivité collective, mais c'est surtout un levier de cohésion, et donc de partir des initiatives des équipes locales, des équipes de terrain, des initiatives qui sont inspirantes, qui déclenchent la réflexion entre pairs, aussi des initiatives intercatégorielles, ça c'est important, et interniveau. Tout ça fait sens, hein, pour entraîner le mouvement plus largement à tous les niveaux. Donc il s'agit d'une approche à la fois pragmatique, collective de l'innovation, et c'est assez impressionnant parce que ça nous fait sortir de cette sempiternelle valorisation des bonnes pratiques, comme on dit. Parce que c'est pas ça non plus. Valoriser les bonnes pratiques, il y a quelque chose de modélisant. On labellise des pratiques parce qu'elles seraient meilleures que d'autres. Et exactement comme les outils, je pense qu'une pratique ne peut être évaluée qu'à l'aune de l'objectif qu'on vise, le contexte et la situation dans laquelle on se trouve, et surtout le besoin et des élèves qu'on a devant soi et autour de soi aujourd'hui. Voilà, donc si j'ai bien compris, mais là encore ce sont des objets de discussion, j'ai regardé aussi l'appel à projet Éclore, et j'ai cru comprendre que vous avez fait évoluer les réseaux Éclore cette année, c'est ça. Justement, ils ont été redéfinis comme des espaces d'animation, hein, je cite des espaces d'animation, d'échange de pratiques pédagogiques, de formation et d'accompagnement des personnels. Donc c'est peut-être aussi le reflet et le symptôme non pas d'un changement, mais d'une évolution de ce qui est fait dans cette académie, la manière dont
vous concevez la politique d'innovation dans cette académie. Voilà, alors maintenant je voudrais en arriver à l'objet de ma communication, c'est que j'ai eu l'occasion de venir plus récemment, alors à l'origine, je peux vous dire, il y a une petite vingtaine d'années, j'ai connu cette académie à l'époque où l'inspection générale, chaque année, et ça n'est plus le cas aujourd'hui, était chargée, les deux inspections générales étaient chargées d'évaluer l'enseignement dans les académies. Donc on faisait le tour de tous les services de l'éducation nationale, mais aussi de nos partenaires, les services de l'État aussi, plus nos partenaires, et on essayait de voir, en mettant en relation les contextes spécifiques locaux, les problématiques et les défis locaux, avec les manières dont les enseignants enseignaient. C'est un drôle d'exercice entre nous, mais bon, on essayait d'avoir une photographie comme ça de l'académie, et de voir où étaient les leviers de développement, les lieux d'impulsion, les problèmes, les obstacles à lever, etc., etc. Alors c'était un exercice d'autant plus utile pour le jeune inspecteur qui commençait son travail dans ce domaine, c'est que ça nous permettait de vraiment entrer dans les problématiques concrètes, d'aller dans les établissements. Alors j'ai visité pas mal d'établissements et c'est comme ça que j'ai connu une grande partie d'entre vous. Et sur le numérique en particulier, le lycée pilote innovant que j'étais allée voir justement parce qu'on disait qu'il était innovant et puis que déjà le numérique était très présent, donc ça m'avait intéressé, mais pas seulement le lycée pilote innovant, j'en avais vu beaucoup d'autres. Donc voilà, ça c'est il y a longtemps. Mais plus récemment, donc j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises. D'abord dans le cadre de mon rapport sur repenser la forme scolaire à l'heure du numérique. Et puis aussi dans le cadre de la mission que vous connaissez peut-être de François Tadei, la mission recherche et développement pour l'éducation tout au long de la vie, qu'on a finalement appelé, dans notre rapport on a donné le titre de vers une société apprenante, et on va revenir, et c'est sur ces deux rapports-là que je voudrais essayer d'articuler mon propos. Essentiellement quand même sur le rapport sur les pédagogies actives liées au numérique, qui est celui que je viens de vous montrer, mais aussi par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui, et je crois à la volonté de la rectrice aussi, mettre en perspective ce travail avec la dynamique de société apprenante, et plus précisément ici d'académie apprenante. Alors je ne sais pas si tous ces mots vous parlent, si j'enfonce des portes ouvertes ou si vous en avez déjà parlé dans des réunions académiques. Mais voilà, il me semble que ce sont les deux axes importants. Alors, mon rapport, je vous rappelle l'objectif principal, c'était 4 ans après la mise en place du service public du numérique éducatif, qui est créé par la loi de refondation de l'école, et 2 ans après la création de la direction du numérique pour l'éducation, 2 ans à l'époque de mon rapport, c'est-à-dire il y a 2 ans déjà, il était nécessaire, il a semblé au ministre nécessaire d'aller observer dans les académies et les établissements comment les équipes de terrain s'appropriaient les changements liés aux transformations numériques, quel impact ces transformations avaient sur les pratiques pédagogiques. Donc vous voyez, je m'éloigne un peu de la question de est-ce que l'outil est efficace, mais quel impact ça avait sur les pratiques pédagogiques, comment ces nouvelles pratiques qui restaient à caractériser. Et ça a été toute une partie, ça fait l'objet de toute une partie de mon rapport, je ne vais pas le faire maintenant, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire ces choses-là, c'est surtout vers la page 33 que j'essaie de caractériser ces nouvelles pratiques. Comment ces nouvelles pratiques pouvaient contribuer ou non à l'amélioration globalement du système éducatif. C'est-à-dire d'un système qui est inégalitaire et comment cela permettait de réduire, je cite, les inégalités de connaissances et de performance des élèves. Donc, effectivement, à ce stade, il avait paru important de nous recentrer sur la dimension pédagogique du plan numérique, parce que la dimension pédagogique, c'est quand même le cœur de métier de notre ministère. Non pas que les questions techniques et d'équipement n'aient pas leur importance. On sait très bien la difficulté ou la crainte même de certains enseignants encore de se retrouver, d'utiliser le numérique et puis de se retrouver sans connexion en classe ou avec des outils qui ne marchent pas.
ça reste quand même très important. Ce n'est pas une manière de jeter, de considérer comme secondaire. Quand on avait fait la concertation, la grande concertation nationale sur le numérique, la question première qui était ressortie quand on interrogeait les enseignants, qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans la politique numérique? Les infrastructures et les équipements. C'est étonnant, moi je pensais que les enseignants allaient dire la pédagogie, et bien non. C'était au contraire des équipements confortables qui ne soient plus un obstacle à la pédagogie. Donc bref, je ferme la parenthèse, mais donc c'est pas que les questions techniques et d'équipement n'aient pas leur importance, mais c'est précisément parce que ces questions avaient pris une telle place dans la mise en œuvre du plan numérique sur les territoires, avec tout aussi les questions de répartition des compétences entre les collectivités et nous, les aspects financiers, les aspects industriels, tout ce qui était partenariat, etc., etc. S'il y a des chefs d'établissement ici, ils savent de quoi je parle. Les aspects juridiques aussi, avec la protection des données, les aspects éthiques, toutes ces questions, pour moi, sont des questions d'environnement et d'infrastructure, y compris les questions éthiques. C'est parce que ça avait pris une telle place qu'elle risquait de faire perdre de vue l'essentiel, les principaux enjeux qui avaient présidé au plan gouvernemental. Rappel de ces principaux enjeux, on l'a un peu dit déjà. Mettre en adéquation les compétences et les connaissances transmises au sein de l'école, mais aussi son organisation, avec les enjeux et les changements sociétaux liés à la généralisation du numérique. Ça, c'est le cœur du plan numérique. Mettre en adéquation les connaissances et les compétences, et ce qu'on enseigne et ce qu'on apprend, avec les nouveaux enjeux sociétaux. Faire évoluer les pratiques et les objectifs de l'école en intégrant ces évolutions, et donc se mettre en capacité d'accompagner le changement, c'est peut-être la phrase la plus importante de mon rapport, d'accompagner le changement plutôt que de le subir. Pour tous ceux les détracteurs de l'idée qu'il puisse y avoir une politique numérique du ministère, je pense que c'est l'argument majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'apprend pas aux élèves, si on ne se met pas en état de marche pour préparer nos élèves au monde numérique, ils le subissent. Ils n'ont ni les compétences, ni les capacités, ni les connaissances, ni les structures mentales et culturelles pour aborder ce monde qui est particulièrement complexe, particulièrement instable, particulièrement insécurisant. Et donc, il y a, comme je le disais en ouverture, il y a une véritable responsabilité de l'école à cet égard-là. Et prendre conscience de cette responsabilité, c'est ce qui a été fait, hein, puisque dans la loi de 2013, toujours cette loi de refondation, on a institué, on a rendu obligatoire l'éducation aux médias et à l'information, sur toute la scolarité obligatoire. Est-ce qu'aujourd'hui tous les enseignants s'en préoccupent? Alors je n'accuse pas les enseignants, hein, mais est-ce que ce message est passé? Est-ce que cette obligation et cette responsabilité est présente dans toutes les disciplines, dans tous les enseignements, dans tous les programmes, à tous les niveaux? Voilà, vous me direz tout à l'heure si on a le temps d'en discuter. Donc vous voyez, il ne s'agissait pas, je me répète, hein, mais d'imposer, comme on l'a vu tout à l'heure, le clavier, l'ordinateur, la tablette, d'imposer les nouveaux outils dans les classes, ni même d'innover pour innover, mais bien de prendre en compte, par exemple, les changements de comportement des jeunes, ça me paraît vraiment important, leur nouvelle relation aux autres, à l'autorité en particulier, mais aux autres, à l'enseignant en particulier, les nouveaux modes d'interaction qui sont liés vraiment à ces nouveaux environnements, le travail en réseau, la communication, le flux d'informations, pour définir, pour choisir nos outils et définir nos stratégies, pour inventer des nouveaux scénarios d'enseignement intégrant tous ces aspects-là. Et je regrette encore, même aujourd'hui et même après ce rapport qui m'a pris presque 2 ans, quand je circule dans les académies, je regrette de voir qu'encore aujourd'hui on confond, parfois on revient en arrière même, puisqu'on a changé de ministre. Et ça n'est pas le cas du nouveau ministre, je le précise, hein, il est tout à fait conscient de tout ça. Mais sur le terrain, on confond encore trop souvent l'idée d'un projet de l'école, d'un projet numérique de l'école avec
donc les outils, l'entrée par les outils avec les finalités pédagogiques, et on s'est vraiment éloigné du sens de ce virage pédagogique qu'on a voulu faire prendre à l'école en intégrant le numérique. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur... Je vais passer au deuxième rapport, mais je vais revenir tout à l'heure sur les conclusions de ce rapport. Ça sera aussi la conclusion de ma conférence. Et je voudrais quand même, pour le cas où je n'aurai pas le temps de finir, comme ça arrive de temps en temps, tout de suite dire que d'ores et déjà, il m'est vite apparu que les questions pédagogiques ne pouvaient pas elles-mêmes, même si elles sont au centre et au cœur de la question, elles-mêmes, elles ne pouvaient pas être traitées séparément d'autres questions cruciales, comme le management, enfin, le pilotage des établissements, et là on verra tout à l'heure le rôle des chefs d'établissement, les modes de pilotage des établissements aujourd'hui, l'évolution, donc l'organisation et la répartition des espaces et des temps scolaires, donc dans la classe, autour de la classe, hors de la classe, dans l'établissement, hors de l'établissement, ça pour les espaces, et l'aménagement aussi de ces espaces, leur organisation, et puis l'aménagement et l'organisation des temps, les temps scolaires. Par exemple, si vous prenez la photo, je m'étais amusée à photographier des emplois du temps d'élèves. C'est extraordinaire de complexité, de rigidité. On vit entre des barreaux, hein. Tout est quadrillé, il n'y a pas de communication, sauf quand il y a quelques barrettes, pas toujours. Donc c'est pas une image. Véritablement, cette organisation des temps, des disciplines et des espaces scolaires, à mon avis, elle est au cœur de la réflexion. En tout cas, toute ma réflexion sur le numérique et celle des enseignants qui s'investissent dans ce sujet-là aboutit à ça. On parle de quoi? Des espaces scolaires. On en a quelques-uns ici qui savent très bien, il y a même des réseaux et des communautés d'enseignants aujourd'hui qui partagent leurs idées, leurs projets sur Twitter, que je suis très régulièrement et que je remercie de m'éclairer, parce que c'est par leur pratique aussi que j'apprends moi-même. C'est vraiment donc cette question du management des établissements d'un côté et de l'organisation et de la répartition des temps et des espaces de l'autre, avec leur aménagement, ça va jusqu'au mobilier, qui me paraissent au centre de la réflexion. Et ça va de pair avec une réflexion encore un peu plus large, qui est l'évolution des postures d'enseignants, de cadres, des formateurs aussi, des inspecteurs, les modes de production des ressources aussi, des ressources pédagogiques, et puis bien sûr la formation des enseignants et l'évaluation, les questions d'évaluation. Donc tout ça pour te dire que si tout bien sûr doit s'organiser autour de la transformation pédagogique, de la séquence pédagogique, c'est plus globalement qu'il faut réfléchir et travailler pour nous conduire à repenser la forme scolaire. D'où le titre du rapport qui n'était pas prévu au départ, hein, mais j'ai appelé ça la forme scolaire. Et c'est aussi pour ça, parce que j'ai très vite compris que tout était lié, que j'ai consacré une grande partie du rapport, c'est au centre, c'est le chapitre central, à la classe inversée, ou aux classes inversées. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on aura peut-être le temps de travailler après, dans l'échange. Ce que je voulais simplement dire, et à la fin du mois, il va y avoir la semaine de la classe inversée, donc pour ceux que ça intéresse, vous aurez l'occasion dans cette académie d'avoir des éclairages et d'échanger entre vous sur ce sujet-là. Mon but n'était pas de défendre la classe inversée, mais d'expliquer, exactement comme mon collègue chercheur, pourquoi ce phénomène, quelle est son origine, son fonctionnement, pourquoi il y a eu une telle émergence. Je dis émergence parce que le phénomène s'est démultiplié. Certains parlent de mode, pour être méchant, c'est pas une mode. C'est le symptôme de quelque chose. C'est le symptôme du fait qu'aujourd'hui, dans les cadres que j'ai définis tout à l'heure, dans la société telle qu'elle est, on ne peut plus se contenter d'un modèle, d'une forme ou d'un format scolaire qui existe depuis le 19e siècle, en réalité depuis plus longtemps, puisque comme j'ai vu tout à l'heure que sur une des tables de présentation, il y avait le livre de Vincent Fayet
les métamorphoses de l'école quand les élèves font la classe. On a des élèves là qui pratiquement font la classe aujourd'hui, auprès de Madame Pommier, mais ailleurs aussi. C'est un livre sur l'école coopérative et il montre très bien que plusieurs modèles ont coexisté. On avait, pour faire vite, hein, ce modèle de la classe mutuelle, de la classe coopérative, où les élèves s'enseignent entre eux. C'est-à-dire que ceux qui ont avancé, ou qui sont les aînés, sont les tuteurs des plus jeunes. Et on voit des photos, des tableaux de l'époque, du 18e et du 19e siècle, où les classes sont organisées en grands groupes autour d'un tableau avec un élève et un aîné qui transmet ce qu'il a lui-même appris aux plus jeunes. Et d'ailleurs, quand on parle d'efficacité pédagogique, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais une chercheuse qui s'appelle Anne Kérien a montré récemment dans ses travaux que, contrairement à ce qu'on dit, quand on dit la classe, le modèle qu'on a aujourd'hui, le modèle simultané où un professeur enseigne à une classe d'élèves de manière homogène et verticale, on dit toujours, mais ça, parce qu'avec la massification, on ne pouvait pas démultiplier les professeurs, donc ça s'explique aussi avec l'industrialisation, la nécessité de former beaucoup plus d'élèves et donc de rationaliser. Hein, c'est une économie de l'éducation nécessaire. Mais c'est faux, parce qu'on a démontré que la classe mutuelle était beaucoup plus efficace, que les élèves apprenaient beaucoup plus vite, en particulier sur les fondamentaux, écriture, lecture, calcul. Et qu'en réalité, c'est une idéologie. Alors, quand je dis idéologie, ce n'est pas négatif, c'est le choix que l'école républicaine a fait. Parce qu'on a fait le choix d'un modèle centralisé où le centre, l'État, tient les rênes et maîtrise l'ensemble de ce qui est enseigné et transmis dans les classes. Et à ce modèle, cette culture et ce modèle idéologique, pour moi, que je ne critique pas, c'est le modèle de l'école de la République, il faut savoir deux choses. C'est qu'un, il est hérité des frères des écoles chrétiennes, c'est ce que montre donc le livre de Vincent Fayet. C'est très intéressant parce qu'on a toute l'histoire de l'éducation en France, pour les petits, j'allais dire, parce que ça n'est pas un livre trop compliqué, il se lit très facilement, même s'il est très documenté, que c'est un vrai travail de recherche. En même temps, c'est très facile à lire, vous le lisez dans la soirée, et je vous conseille, je vous le recommande, parce que on voit très bien que ça casse complètement les préjugés. On voit très bien qu'en fait, on a eu le modèle préceptoral, le modèle de l'enseignement coopératif et mutuel, et le modèle de l'enseignement simultané, qui est celui qui prime aujourd'hui encore, même si vous, ici, évidemment, pour la plupart, bougez et innovez, mais malgré tout, et que la classe mutuelle et coopérative, c'est pas du tout innovant, en réalité, ça existe depuis longtemps, que ces modèles ont été donc... mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, pour en revenir au sujet, avec ce changement sociétal qui fait que... et donc lié au numérique, mais pas seulement, où les valeurs de coopération, d'entraide, de mutualisation, de partage, où la possibilité d'avoir accès à l'information, ce qui ne veut pas dire à la connaissance, mais au moins à l'information, en tout lieu et pas seulement dans la classe, auprès de plusieurs sources et pas simplement auprès du professeur. Vous voyez, à la fois cet éclatement, cette explosion, cette horizontalité qui brise la logique, la formelle linéaire, verticale et pyramidale du système, elle n'est plus adaptée au monde dans lequel on vit. Ce modèle-là, il n'est plus adapté au monde dans lequel on vit. Alors, il ne faut pas le rejeter d'un bloc. Je ne veux pas refaire la querelle des anciens et des modernes, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit. Au contraire, dans mon rapport, je montre que chaque pratique a son sens et sa valeur, comme chaque outil a le stylo, la plume, le crayon à papier, l'ordinateur, le clavier, la tablette, en fonction de la tâche que l'on s'est fixée, que le professeur fixe par rapport à un objectif pédagogique. C'est exactement ce que dit aussi, je vous recommande la lecture d'André Tricot. C'est exactement ce qu'il explique. Là aussi, il brise tous les clichés sur les mythes sur le numérique, les mythes aussi sur l'innovation, pour montrer que tout dépend du contexte, de la situation, de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut. Et que l'important, c'est l'objectif pédagogique. On se répète, on dit tous la même chose différemment, mais c'était la même chose aussi ce matin, par rapport à l'apprentissage de l'écriture
le clavier n'est pas forcément une bonne chose, mais dans d'autres contextes, et en particulier l'ordinateur, s'il est considéré comme un clavier, un écran et un logiciel de traitement de texte, si on prend les trois à la fois, on se rend compte que dans certaines situations, pour certaines tâches et pour certains objectifs pédagogiques, l'ordinateur, c'est extraordinaire. Ça peut être extraordinaire en français pour la lecture et l'écriture. Voilà, donc j'ai complètement perdu le fil de je reprends mon document, parce que sinon ça va durer l'après-midi. Mais donc je voulais vous dire que c'était pour ça que je m'étais intéressée à la classe inversée. Parce que qu'est-ce que c'est que la classe inversée? C'est ni un dogme, ni une méthode figée, c'est une recherche permanente d'adaptation en fonction de moments, de lieux, de publics et de besoins, d'adaptation de sa méthode pédagogique à ses élèves. Voilà. Et évidemment, en intégrant les potentialités du numérique, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'un élève puisse apprendre à son rythme et réécouter 10 fois, 15 fois s'il en a besoin le résumé d'une leçon, c'est pas là qu'il comprendra la leçon ou qu'il la mettra en application, mais c'est qu'il aura cette possibilité de se référer comme autrefois dans les manuels, on avait ce qu'il faut savoir. En quelques mots, le résumé de la leçon. Ben voilà, maintenant c'est la petite vidéo qu'on peut regarder chez soi, qu'on peut réécouter, arrêter, écouter à son rythme. C'est aussi la balado-diffusion. Enfin, c'est toutes ces choses qu'on fait très naturellement depuis longtemps. C'est la fiche mémo, ou bien la fiche de méthodologie aussi. Parce que ce n'est pas toujours des contenus de savoir, hein, les vidéos de la classe inversée. Souvent, ce sont des petites fiches méthodologiques qui font que l'élève, de manière autonome, peut s'y référer, peut aller chercher la ressource quand il en a besoin. Il sait que c'est rangé là, le professeur peut l'y renvoyer, il peut la nourrir, l'enrichir, et puis à la fin, il peut la faire lui-même. Parce que l'idéal de la classe inversée, c'est la classe renversée. C'est quand, après un apprentissage qui s'est fait au fil de plusieurs séances, de plusieurs leçons, à la fin, les élèves produisent eux-mêmes leur synthèse, leur résumé, accompagnés avec l'aide du professeur, mais ils ont cherché eux-mêmes, ils ont construit eux-mêmes, leur maison d'édition ou autre chose, leur projet débouche sur un contenu de savoir qu'on met en forme. Et pourquoi on le met en forme? Parce que souvent, la classe inversée, les élèves de classe inversée, j'ai vu ça assez fréquemment, vont vers d'autres classes, vers d'autres groupes d'élèves, pour leur transmettre ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris. Donc ça, en plus, ça ancre les apprentissages dans la mémoire et dans les têtes. Voilà, alors, deuxième partie, vers une société apprenante. Donc le deuxième rapport qui m'a conduite dans votre académie l'année dernière, et c'est là que j'ai eu cette première longue discussion avec votre rectrice et certains d'entre vous qui étaient autour de la table, c'est la mission que la ministre avait confiée à François Tadei, qui est un chercheur, vous le savez peut-être, qui a créé le Centre de recherche interdisciplinaire. Donc l'idée, c'est que toutes les disciplines scientifiques doivent s'intéresser à l'éducation, aux manières d'apprendre et d'enseigner, et aux manières de faire de la recherche, aux meilleures manières d'apprendre et d'enseigner et de faire de la recherche. Donc là, on est dans le domaine de la recherche, mais beaucoup d'élèves qui ont d'abord été des lycéens, puis qui ensuite sont arrivés à l'université, rejoignent le centre de recherche interdisciplinaire qui est à Paris, malheureusement. On aimerait bien faire des petits en académie, mais on n'a pas pu le faire encore. Mais on a quand même lié noué des liens avec des projets académiques, et je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc des lieux comme ça de fermentation, ça va bien avec éclore, hein, de fermentation, de germination, dans cette dynamique d'établissement apprenant ou d'école laboratoire, vont potentiellement ou virtuellement ou à distance ou physiquement rejoindre ce centre de recherche interdisciplinaire. Avec cette idée de base, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se cantonner, si on réfléchit à l'éducation, aux sciences de l'éducation. Moi, j'ai rien contre les sciences de l'éducation, je suis la première à en avoir bénéficié et à y avoir participé, mais je pense que, et il n'y a pas non plus que les neurosciences ou les sciences cognitives, même si ce sont des éléments très très importants aujourd'hui pour comprendre le fonctionnement, comment on apprend, et donc c'est une culture commune que doivent avoir les enseignants aussi pour les aider
à enseigner, pas pour leur dire comment on enseigne, mais pour les aider à réfléchir à leur enseignement. Et toutes les disciplines, et y compris les sciences de l'informatique, les algorithmes et d'autres sciences qui se développent aujourd'hui, doivent contribuer, les biologistes, François Tadei, doivent contribuer à la compréhension de ce qui est essentiel dans notre société, c'est l'éducation. Voilà. Alors, donc j'ai participé à cette mission, j'ai eu la chance de l'accompagner, de rédiger avec lui le rapport, elle a été l'occasion pour moi de consolider cette vision systémique dont je vous ai parlé tout à l'heure, des questions et de croiser les observations avec différentes dimensions de ma réflexion. Alors, moi, je ne peux pas peut-être rentrer trop dans le détail, mais très rapidement, quelles étaient ces grandes questions qu'on a pu croiser? Qu'est-ce que le numérique change ou doit changer aujourd'hui à nos manières d'apprendre? On en a déjà parlé, donc je vous laisse... Ça permet de synthétiser là, ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que le numérique change ou doit changer aujourd'hui à nos manières d'enseigner? Deuxièmement, comment caractériser les grandes tendances et les évolutions des pratiques pédagogiques? J'ai essayé de le faire dans chaque discipline. Vous verrez, quelles conditions, quels environnements, quelles ressources faut-il mettre en place pour conduire et valoriser ces transformations? Comment faire en sorte d'entraîner la communauté éducative au niveau d'une classe, d'un établissement, d'un territoire, d'une académie, dans ce mouvement, dans cette démarche? Comment créer des synergies, des incitations, des impulsions? Je crois que là, par rapport au sujet d'aujourd'hui, on est en plein dedans. Et plus largement, la question était comment faire partager et diffuser ces innovations dans un esprit, non pas de généraliser un modèle, mais d'essaimer et de fertiliser en quelque sorte un territoire académique. Toutes ces questions, nous les avons abordées dans le rapport, dans une perspective qui est celle de la société apprenante. Donc, je vais vous rappeler, si on a encore le temps, je vais vous rappeler quand même l'objectif de cette mission. Pourquoi? Parce qu'elle a fait l'objet non seulement d'un voyage dans plusieurs académies et d'échanges avec plusieurs équipes académiques, mais le projet continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser un deuxième rapport sur la société apprenante, qui est en fait un plan d'action dont se sont emparés 4 ministres. Le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre du Travail et de la Formation professionnelle et la ministre de la Culture. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement la même dynamique, c'est-à-dire à partir du moment où on s'accorde tous sur le fait qu'apprendre ou éduquer, c'est non seulement un objet important d'investissement pour le pays, mais que c'est aussi un levier de développement et de développement durable. Hein. Je pense là aux grands axes, aux grandes priorités de l'UNESCO pour le développement durable. On comprend que des ministres comme la ministre du Travail qui s'intéresse en particulier à la formation des compétences pour les nouveaux métiers du XXIe siècle, à la mise à jour permanente des compétences et donc à la formation tout au long de la vie, soit emballée par cette idée-là. Vraiment très intéressée. On a une vraie difficulté aujourd'hui, dans un monde qui change en permanence, de pouvoir mettre à jour en permanence les compétences des citoyens. Donc, il y a un vrai sujet. Or, l'école, jusqu'à présent, qu'apportait l'école? Une somme de savoir et de connaissances figées, en formation initiale, et ensuite la mise à jour en continu, c'est une vraie question. On change plusieurs fois de métier dans sa vie, aujourd'hui. Les entreprises recrutent aussi sur des compétences qu'on n'a pas développées à l'école. Donc ça rejaillit sur l'école, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ces compétences-là, il faut les développer, non pas contre les disciplines traditionnelles, mais à travers les enseignements traditionnels. Voilà. Donc le rapport avec François Tadei, c'était de montrer... que l'éducation est un investissement d'avenir, c'était le titre d'une partie, et d'autre part, comment la recherche au sens de recherche et développement, entendue à la fois donc comme une démarche scientifique et comme création de nouvelles connaissances,
peut et doit contribuer à améliorer la qualité des apprentissages et du système éducatif. Donc dans ce cadre, nous avons notamment recommandé la mise en place, là encore, d'environnements numériques, de plateformes numériques, comme des moyens de favoriser une démarche apprenante, ce qu'on appelait une démarche apprenante, qu'elle soit individuelle ou collective, en permettant à chaque citoyen d'apprendre en continu, de manière autonome, de mettre à jour ses connaissances, selon ses besoins, de documenter ses apprentissages, et là je pense à Folio en particulier, l'idée qu'on n'est pas un livret scolaire uniquement pour sanctionner les acquisitions. Sanctionner les acquis, mais un livret scolaire qui permet de garder la trace, un portfolio qui permet de documenter et de garder la trace de ces expériences d'apprentissage et de ce que l'on a acquis. On n'est pas dans la même, dans la même culture de l'évaluation. Donc, des plateformes numériques pour aussi donc permettre à chacun de documenter ses apprentissages tout au long de la vie, ses expériences, de partager ses idées et ses solutions, d'inventer ses solutions aussi en les partageant avec les autres. Et par là, et ça c'est un point clé de la pensée Tadei, et par là de permettre à d'autres d'apprendre mieux. C'est-à-dire que quand la société apprenante, c'est une société dans laquelle chaque personne qui a appris quelque chose, en le partageant, permet à d'autres d'apprendre et d'aller plus vite et d'apprendre mieux. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler, parce que beaucoup d'entre vous y ont participé, y ont contribué, et je vous remercie pour ça. On avait mis en place justement, au moment de la mission, une plateforme numérique qui s'appelait apprendredemain.fr. Je me souviens que vous y avez contribué, justement pour que chacun dépose dans une arborescence. On avait fait un arbre des idées. Cet arbre lui-même était évolutif, parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle idée apparaissait, qu'elle ne pouvait pas être rangée dans une branche, on ouvrait une nouvelle branche. Donc c'était ça, cette plateforme, et chacun contribuait à apporter des idées nouvelles, à tester les idées des autres, et ça nous a permis vraiment de faire un rapport dynamique. Et plusieurs académies, à partir de là, et peut-être un peu aussi grâce à ce système de concertation ou de consultation, sont entrées dans la démarche d'académie apprenante. Alors, pour changer un peu, pour vous dire ce qui se passe ailleurs, parce que les voyages forment la jeunesse, vous avez dit, mais aller voir ailleurs, être dépaysé, regarder ce qui se fait à l'extérieur, c'est toujours très instructif. Il se trouve qu'il y a d'autres académies que la vôtre qui sont entrées dans cette démarche. Je pense en particulier, pour n'en citer qu'une, enfin deux plutôt, puisque c'est de la grande académie Bourgogne-Franche-Comté, Besançon et Dijon. Elles se sont engagées dans un projet à l'échelle de la région qui implique des réseaux d'acteurs territoriaux, alors pas simplement d'acteurs de l'école, hein, ce sont aussi des territoires, l'université, l'ESP, la recherche, en prévoyant la formation des cadres et le développement des ressources humaines adaptées à cette démarche, dans la même perspective de cohésion territoriale et de réduction des disparités éducatives, et donc évidemment dans cette logique de transition éducative collectivement réfléchie et accompagnée. Pour faire vite, hein, je condense tout le projet du recteur de Besançon en 3 lignes, mais c'est intéressant de voir que ça se fait ailleurs, et c'est intéressant aussi, par rapport à vous, c'est que la plupart du temps, ces initiatives débutent par 1, 2, 3 expériences locales, identifiées, inspirantes, qui sont même pour une à laquelle je pense, qui sont parties d'un enseignant, d'une enseignante, en l'occurrence je pense à une enseignante de lettres, au niveau d'un établissement, une enseignante qui a entraîné un collègue en binôme dans sa démarche, puis toute une classe, c'est-à-dire tous les professeurs d'une même classe. Il s'agit, je vous dis, du lycée Paria de Montceau-les-Mines, où donc ces 2 enseignants ont mis en place une expérimentation au départ qui leur permettait un travail conjoint, qui leur permettait d'associer d'autres collègues dans une démarche laboratoire de recherche. Et aujourd'hui, ils ont des liens
avec l'ESP, avec l'IREDU à Dijon, à l'université, à Canopée, et travaille avec la dame du rectorat. Et c'est pour ça que la rectrice les a remarqués et qu'elle a décidé d'en faire la première lab school de son académie. Et vous voyez, c'est une longue histoire, ça fait 3 ans que je suis ce travail. Au début, personne ne les connaissait. Montceau-les-Mines, vous savez, c'est une ville qui est dans une zone géographique où le taux de chômage est très élevé, la précarité est supérieure à la moyenne nationale, donc on a des problématiques locales, un contexte local, un enseignement professionnel développé. On est vraiment dans des endroits où la question du développement territorial et de l'insertion professionnelle est cruciale. Et c'est à part des projets éducatifs et par une dynamique qui vient de l'éducation et même d'un établissement scolaire qui devient en quelque sorte un carrefour pour lancer une réflexion et surtout des actions que les choses démarrent. Donc c'est comme ça que la rectrice en a fait une lab school, mais c'est tout récent, c'est un lieu d'incubation pédagogique appuyé sur la recherche, impliquant tous les acteurs, parties prenantes, y compris les élèves et les familles, qui entrent dans cette logique de territoire apprenant. Donc pour conclure sur ce point, si je devais vous proposer, parce que je n'arrête jamais mes conclusions, pour vous proposer sur ce point de l'académie apprenante, du territoire apprenant, une définition, je dirais qu'une académie apprenante, c'est une académie qui accepte de remettre en question ses modes habituels de fonctionnement, ses formats habituels de fonctionnement, de mobiliser l'intelligence de ses acteurs à tous les niveaux, de la classe à l'université, pour progresser ensemble, se transformer, innover et surtout pour répondre à des défis liés au contexte qui sont partagés, qui se posent et qui sont partagés par la communauté de ces acteurs en fonction de l'endroit où ils habitent. Et c'est aussi, quand même, il faut le préciser parce que ça me paraît important, c'est aussi une académie qui fait du développement professionnel une priorité. C'est pour ça que, en venant ici, évidemment, avec la mission TADI, et comme on fonctionne dans une logique de réseaux territoriaux, on a identifié l'Académie de Poitiers comme une académie porteuse de ces valeurs et de ce projet. Voilà. Je peux soit m'arrêter là, soit ce que j'avais prévu de faire, reprendre 10 minutes supplémentaires pour vous donner les grands axes de mes conclusions. Alors là, je reparle du rapport PC dans le rapport sur le numérique. C'est à vous de choisir, ou bien on redémarre sur un échange, ou bien je vous donne les grandes lignes des conclusions, sachant que, bon, je vais certainement répéter 2 ou 3 choses que j'ai déjà dites, et que mon rapport est à votre disposition en ligne. C'est comme vous préférez. Est-ce qu'il y a des questions? On part sur un échange plutôt. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je posais une question qui peut-être que oui, j'en sais strictement rien. Je pense que tous les collègues qui sont en lycée, notamment dans les filières scientifiques, ont été confrontés à ça. On a beaucoup d'élèves qui veulent s'orienter vers les métiers d'informatique. Et alors quand ils commencent à chercher, ils disent « je ne comprends pas, moi j'ai faire de l'informatique de manière générale, faire des études longues, et je ne trouve pas ». Alors, effectivement, si on regarde les facultés d'informatique, ça commence, mais elles se cachent, hein, ça commence. Alors, de ce que j'en sais, on est un des rares pays au monde à ne pas avoir de Computer Science Department, de failles d'informatique qui ont pignon sur rue. Dans la plupart des pays, il y a des failles d'informatique parfaitement instituées, ce qui fait que moi j'ai des élèves qui partent en Angleterre pour faire de l'informatique pure et dure. Alors ça, c'est à mettre en relation, donc ça c'est pour le supérieur, et c'est à mettre en relation avec le fait que je pense qu'on est un des très rares pays au monde à considérer que dans l'enseignement secondaire, par exemple, l'informatique n'est pas une discipline. Dans la plupart des pays où moi j'ai enseigné à l'étranger, il y avait des enseignants d'informatique. Est-ce que un jour, enfin moi il me semble, alors là c'est un peu polémique, moi il me semble que c'est qu'on est un peu arc-bouté sur des choses anciennes et que ça n'ont pas tout à fait de sens.
est-ce qu'un jour on sera un peu en harmonie avec le reste du monde, c'est-à-dire qu'on va considérer que l'informatique, il doit y avoir des enseignants d'informatique, c'est une discipline et qu'il doit y avoir des computers, des départements, pas qu'une faculté d'informatique avec une sur le. Écoutez, là encore, il y a plusieurs réponses. Ça correspond, vous avez raison de dire que ça correspond. Je ne pense pas que vous soyez polémique vous-même, parce que j'entends très bien ce que vous dites. Mais ça renvoie à une polémique qui n'a échappé à personne depuis des années. Et je pense que alors ça n'apparaît peut-être pas dans le discours que je viens de tenir, parce que je n'ai pas parlé de ça directement. Ça n'apparaît pas dans ce que je viens de dire, mais on a quand même essayé de dépasser la polémique. C'est-à-dire que ça n'est pas d'un côté l'enseignement de l'informatique comme une discipline, avec ce besoin probablement légitime de faire reconnaître l'informatique non pas comme une discipline scolaire, mais plutôt comme une science. Parce que la difficulté, elle est là. C'est qu'il y a un problème chez les informaticiens du fait que, comme vous l'avez dit, il y a pas ou peu de départements de sciences de l'informatique à l'université, computer science, qu'il y a un besoin de reconnaissance de l'informatique comme discipline. De là à dire que ça doit être une discipline scolaire, moi je n'ai rien contre. Je pense sincèrement qu'il y a d'autres manières de créer une discipline supplémentaire pour les élèves obligatoires. C'est un peu comme les sciences économiques et sociales qui existent comme discipline aujourd'hui, mais vous voyez, je pense qu'il y a d'autres manières de donner toute leur place et leur légitimité aux sciences de l'informatique sans créer un corps d'enseignants supplémentaires en collège et en lycée. Mais ça, en revanche, je fais partie de tous des gens qui ont travaillé, milité même, pour introduire l'informatique dès les petites classes. J'ai par exemple, je ne vous dis pas à titre personnel, mais pour votre information, l'option informatique et création numérique, je l'ai piloté le programme. J'ai essayé justement de travailler dans un esprit qui est que la culture informatique, la science informatique, mais la culture informatique même, vous voyez, quand je passe de l'idée de science, de technologie à science, puis de science à culture, ce qui doit imprégner absolument tous les niveaux et toutes les disciplines. La compréhension de la logique, de la pensée algorithmique, le mécanisme de la production du code, de la programmation, toutes ces choses-là, ça devrait faire partie de la culture de tous les enfants, et nous devons l'enseigner. Après, que ce soit des professeurs d'informatique, ou de mathématiques, ou de SVT, ou même de lettres, il ne faut pas... je suis personnellement assez fâchée avec, non pas l'idée de discipline, parce que je pense que l'interdisciplinarité ne peut exister que s'il y a des disciplines, mais je pense qu'on ne devrait pas enfermer les questions dans des problèmes de structure disciplinaire. Il y a une culture de base commune, partagée, que doivent avoir tous les élèves. Et pour des raisons matérielles et aussi... enfin, on peut comprendre qu'il soit difficile de créer un corps supplémentaire alors qu'on a déjà, dans un premier temps, peut-être que ça viendra ensuite, et dans un premier temps, faire un énorme effort pour introduire dans tous les programmes, depuis l'école primaire jusqu'à la terminale, de l'enseignement de l'informatique à tous les niveaux. Donc on en est là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'importance de sortir des débats polémiques pour s'entendre sur un objectif commun. L'objectif commun pour moi, c'est que cette culture, elle imprègne non seulement nos projets, nos programmes, mais aussi les finalités de l'école. Et que c'est un problème de culture. Le numérique aussi. Parce qu'on parle de l'informatique, là, mais je parlais, mon rapport portait sur les pratiques pédagogiques numériques. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. En même temps, au-delà de la compréhension des techniques et de la logique et de la pensée informatique, je pense aussi qu'il y a une compréhension des enjeux sociétaux de l'informatique qui est absolument vital pour tous les élèves, pour éviter tout ce qui est manipulation, exploitation de leurs données, comprendre les fonctionnements intrinsèques, hein, les fonctionnements inhérents à tout ce qui nous environne, comment est produite l'information, comment on la produit, comment on la diffuse, comment elle nous arrive, quelle trace elle laisse, comment...
on est en train actuellement de finaliser le référentiel de compétences numériques, qui est en fait inspiré largement du DigiComp européen, mais qui a été un peu adapté pour le système français et même complété. On s'est rendu compte que ces compétences numériques, il y a une partie connaissances et compétences informatiques, mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà, travailler en réseau, être capable d'utiliser, d'intégrer des outils numériques dans ses pratiques au quotidien, qu'elles soient culturelles ou de loisirs ou sociales. Il y a des compétences de base que tout citoyen doit avoir pour vivre dans la société numérique. Donc pour moi, tout ça, c'est englobé dans la même... Il n'y a pas d'un côté la culture numérique et les médias, et puis de l'autre côté l'informatique. Les deux doivent être articulés. Hein, voilà. Je ne sais pas si je suis convaincante, mais j'ai tellement réfléchi à ça, et j'ai tellement évité depuis des années d'entrer dans une polémique que je voulais être un peu précise dans ma réponse à votre question. Mais à part l'informatique, Madame Commis. Moi j'ai une question sur la formation des enseignants, puisque à partir d'accords dans toutes les disciplines, mais effectivement je crois que chaque discipline peut trouver sa place dans cette culture du numérique et puis apporter ses savoirs et des compétences aux élèves. Mais il y a une réflexion en cours, oui évidemment, où en est la réflexion, auprès de la formation des enseignants, que ce soit les PE, les enseignants de lycée professionnel, de lycée généraux. Alors, c'est peut-être il y a 2 minutes, je pense que c'est des ondes de téléphone portable général. C'est pour l'enregistrement, sinon je suis particulièrement gênée. Alors, sur la formation, il y a plusieurs aspects. Il y a les contenus de la formation. Les contenus de la formation pour les enseignants, ils doivent être en miroir de ce qu'on exige des élèves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a, par exemple, l'informatique est introduite dans les programmes de collège, de lycée, à plusieurs niveaux, il faut que les enseignants soient en capacité, pour l'option informatique et création numérique, ça a été une des difficultés. On s'est dit, il y a l'option informatique et sciences du numérique en terminale S, on voudrait aller plus loin, on voudrait que d'autres élèves, d'autres séries puissent bénéficier de cet enseignement, optionnel certes, mais qui est quand même un enseignement à part entière. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait le programme, on s'est rendu compte que les professeurs de lettres ou de sciences économiques n'avaient pas été formés pour le faire. Donc ce sont souvent les professeurs de mathématiques ou de sciences qui pourquoi pas, mais ils sont déjà débordés et saturés, puis ils ont leurs propres enseignements à faire. Donc il y a ce premier problème, c'est faire en sorte que les enseignants soient formés à ce qu'ils doivent enseigner. Et ça, c'est le problème des contenus. Et bien sûr, quand on a fait le plan numérique, on a prévu 3 jours de formation sur le numérique dans toutes les académies. Ouais, les professeurs, les recteurs l'ont plus ou moins mis en place. Parfois, ça a été mis en place avec autre chose. Pour dire que le numérique s'est intégré, donc ça ne peut pas faire l'objet d'un enseignement, d'une formation à part entière. Moi, je suis convaincue que 3 jours, c'était déjà pas beaucoup. Mais le deuxième point, le deuxième niveau, c'est les modalités de formation. C'est vrai que c'est comme les disciplines. Si on empile les disciplines et si on empile les formations, les professeurs vont être en formation tout le long de l'année, à chaque fois qu'on fait une... Bon. Donc on ne peut pas empiler les formations. Mais on a 1000 moyens aujourd'hui, et ce qu'on fait aujourd'hui, ça en fait partie. Si ce n'est pas une formation, cette journée, je ne sais pas ce que c'est. Arriver à se former par les pairs. Alors les pairs, ça peut être l'ami critique, le père avec qui on est en établissement, ou celui avec qui on communique sur un réseau social. Ça peut être une communauté d'apprenants, ça peut être le chercheur avec qui la Lab School a des liens à l'ESP, à l'université, dans une académie. Non alors, la formation initiale, d'accord. En réalité, oui, alors c'est peut-être le 3e niveau que j'aurais dû évoquer en premier dans l'ordre, mais je tenais quand même à dire que ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est d'arrêter d'empiler les formations et les disciplines et les contenus.
on ne peut pas tout apprendre sur tout. On vit dans une société où il faut se mettre à jour en permanence. Et l'important, c'est précisément, et c'est peut-être ça qu'il faut apprendre aussi en formation initiale, c'est de mettre les enseignants dans une culture, un état d'esprit où ils sont en permanence en train de se former. C'est-à-dire qu'on ne va pas, comme à l'école, on ne va pas une fois pour toutes à l'école, et puis tout le restant de votre vie, vous êtes conditionné et déterminé parce que vous avez fait en classe quand vous aviez 5 ans. Même si on sait très bien que cet âge-là est décisif pour la suite des études, mais tout de même, il faut avoir sa chance tout le long de sa vie. Et le numérique, la société numérique au sens large, nous permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité non seulement d'avoir accès, comme on dit toujours, à des ressources et des informations, mais ça va plus loin, on a la possibilité d'être en lien avec des pairs, ou être en lien avec des mentors, ou être en lien avec des amis critiques, et de se former au contact et en interaction avec des individus qui ont la même curiosité que moi, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes défis, les mêmes thématiques à développer. Quand on aura compris ça, c'est ça la société apprenante, hein. Quand on aura compris ça et quand on aura trouvé les outils au service de cette démarche-là, ou mis en place les environnements qui permettent de vivre librement dans cette démarche-là, je pense que là, on aura vraiment fait un pas en avant. Et si un élève de lycée veut apprendre l'informatique, il trouvera l'enseignant qui sera capable de l'aider à s'engager dans cette voie de l'informatique. Et progressivement, peut-être que si beaucoup d'élèves et beaucoup d'enseignants ont ce besoin et ce centre d'intérêt, on aura peut-être des professeurs d'informatique au lycée. Voilà. Mais vous voyez, il faut prendre les choses dans le sens inverse. Et il faut surtout complètement faire tomber les barrières et les cloisons qui existent encore aujourd'hui entre des structures, des silos, des disciplines. Et puis, voilà, dans une académie, pour être concret, je sais que dans les services académiques, quand il s'agit de faire le plan de formation, les disciplines sont en concurrence entre elles. Les IPR se bagarrent pour avoir leur heure sur, je ne sais pas, la réforme du lycée, la lecture, le collège, bon. Parce qu'on raisonne de manière juxtaposée dans les académies. Il faut arrêter ça, il faut essayer de se mettre autour d'une table et dire voilà, quelles sont nos thématiques et nos centres d'intérêt communs. Quels défis on se pose pour cette année? Peut-être que l'année prochaine, on en aura d'autres. Mais on se fixe 2-3 objectifs, pas trop. Et on va tous, chaque discipline contribue à développer cet objectif-là. Si cette année, l'objectif, c'est l'enseignement des sciences informatiques, de l'informatique, eh bien, on essaie de repérer les ressources humaines et les personnes qui sont prêtes à s'impliquer dans cet enseignement-là. Si on en fait un phare ou un objectif académique. Mais il n'y a pas de réponse, figée. En tout cas, c'est vraiment dans cet esprit-là, c'est-à-dire le passage à la fois d'une logique de formation à une logique de développement professionnel, personnel et professionnel qu'on a promu dans le rapport KDI. C'est vers ça qu'un certain nombre d'académies se sont engagées. Et je pense que les journées de l'innovation sont aussi comme ça, des leviers, pas simplement la journée, hein, qui est un catalyseur, mais tout ce qui se passe avant la journée et après la journée, doit permettre d'entrer, de prendre ce virage et d'entrer dans cette démarche collective, mais qui effectivement ébranle pas mal nos habitudes, nos manières de travailler, notre culture. Et il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais moi j'adhère entièrement à l'idée de l'école de la confiance, parce que un des mots de notre école aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est la défiance. C'est ce que vous connaissez ce livre, tout d'un coup j'oublie son auteur, La société de la défiance. C'est un économiste, comment il s'appelle? Bon, si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave, tant pour moi. Bon, en tout cas, ce livre d'un économiste de renom, dont je ne trouve plus le nom, explique qu'un des gros problèmes de notre économie aujourd'hui, c'est le regard de défiance. On se méfie systématiquement de l'autre. Et je pense que dans le système éducatif, au-delà du mot d'ordre d'un ministre, il y a un vrai problème de confiance et de regard bienveillant sur non seulement les élèves, c'est évident, mais même sur ses pairs, dans la hiérarchie de l'éducation nationale. Je ne suis pas naïve, je vois bien que les gens qui sont là aujourd'hui, pour beaucoup, ont dû se battre
sont apparus comme des militants tenaces, opiniâtres, parce qu'ils avaient des convictions, parce qu'ils ont entrepris des choses, et que tout n'a pas été facile pour eux, et que parfois même ils ont du mal à continuer, parce que la hiérarchie ne les soutient pas. Et je n'accuse personne, je pense qu'on est tous à un moment donné de notre vie confrontés à des manières de faire et de fonctionner qui sont extrêmement perturbantes, parce que tous nos schémas et nos repères tombent. Donc il faut lâcher prise, il faut accepter de courir des risques, il faut accepter de se tromper, se dire que l'élève aujourd'hui, s'il se trompe, c'est une chance parce que c'est comme ça qu'il va apprendre. L'enseignant et le cadre, c'est la même chose. Le cadre, il peut tâtonner, se tromper, dire qu'il s'est trompé sans perdre son autorité pour autant, parce que il est devenu le centre d'une autre dynamique et qui n'est plus celle de l'autorité hiérarchique, mais qui est peut-être le moteur de cette société apprenante. D'autres questions? J'allais dire tout le monde est fatigué maintenant. À propos de l'organisation des espaces scolaires, l'équipe existe des travaux proposés. Est-ce qu'il y a des travaux à propos de l'organisation des espaces scolaires, avez-vous des références de travaux? Alors, sur les espaces et l'aménagement, enfin l'architecture et le design des espaces scolaires, il y a pas mal de choses qui émergent en ce moment, qui sortent en ce moment. Alors, je vais vous en donner. D'abord, je voulais vous dire qu'il y a un projet au niveau du ministère, qui est un projet d'accompagnement des équipes de terrain, qui s'appelle Archiclass. Vous trouverez ça sur le site du ministère. Et là, vous trouverez aussi non seulement des exemples, mais des ressources, des vidéos, des conférences, des bibliographies, donc pour avoir une idée si vous voulez vous former sur ce sujet-là. Il y a aussi pas mal de réseaux, donc certains enseignants sont là. Xavier Garnier, par exemple, du LP2I, qui vous nous adressez, qui est un peu au cœur d'un réseau. Pardon ? Non, pardon, c'était pas écouté. Non, parce que madame cherchait des ressources sur la question des espaces scolaires. J'ai quand même écouté avec l'oreille gauche, pardon, et vous avez mentionné le projet Archiclass, effectivement, qui est donc un des projets phares de la direction du numérique sur la question architecture scolaire à l'heure du numérique. Nous, ce qu'on essaie de faire dans le projet Future Classroom Lab, donc ça c'est un projet européen, pardon, Future Classroom Lab, le laboratoire de la classe de demain. C'est un projet européen qui est mené par 15 pays. L'association s'appelle European Schoolnet, peut-être que vous avez déjà entendu parler. C'est notamment l'association qui gère au niveau européen le réseau e-twinning, qui est quand même plus connu dans les établissements. Donc ce projet-là, il vise à développer les compétences du XXIe siècle, c'est le cœur du projet. Et puis ces deux leviers, c'est à la fois les scénarios pédagogiques et les espaces, parce que l'idée c'est que pour développer ces nouvelles compétences, on a besoin de nouvelles situations, de nouveaux scénarios qui ne sont pas liés à des disciplines, mais que ces nouveaux scénarios, pour développer la collaboration, la communication, ça nécessite aussi des nouveaux espaces d'apprentissage, des nouvelles salles de classe, mais aussi des nouveaux espaces en général. Alors du coup, concrètement, comment ça se passe en France? L'idée, c'était de s'appuyer, puisque c'était quand même un projet qui n'avait pas forcément de financement particulier, sur les volontés humaines. Donc c'est un réseau de personnes, il y a 22 ambassadeurs dans 14 académies, ça va jusqu'à la Réunion, la Guyane, etc., qui sont représentés. Et dans l'académie de Poitiers, on a construit juste récemment, puisque hier on était en classe virtuelle à ce sujet-là, un premier groupe de formateurs pour accompagner les établissements dans la recherche de petites transformations de formes scolaires, on va dire. Donc ça peut passer par une entrée très pratico-pratique, c'est-à-dire ma salle de classe, j'aimerais la changer. Voilà, ça peut rentrer par une question très pédagogique, comme par exemple la vidéo que vous avez peut-être vue sur Internet d'un enseignant qui voulait reconquérir l'attention de ses élèves et qui l'a fait en changeant la configuration de sa salle de classe, en mettant les élèves qui étaient les moins autonomes devant, ceux qui sont les plus autonomes derrière, et en créant des îlots en fait, entre les deux zones. Voilà, c'est un enseignant de la grande région, Bruno Vergne, qui est aussi dans le projet. Donc c'est une des entrées qu'on peut fournir dans ce projet-là pour
des enseignants et surtout des équipes pédagogiques, parce que c'est comme ça qu'on aimerait fonctionner, qui seraient intéressés pour s'engager dans cette démarche-là, de petite transformation de la forme scolaire. En fait, l'ambition est très grande, mais l'ambition, c'est de changer un peu, mais c'est changer sur des petits détails. Vous mettez des tableaux sur les murs, des tableaux blancs sur les murs, et vous laissez vos élèves s'en servir quand ils en ont besoin. C'est un petit détail, mais ça peut changer beaucoup au niveau de la façon d'enseigner et d'apprendre. Merci Xavier. Justement, pour rebondir là-dessus, pour éclairer Madame, parce que je pense que d'autres ont peut-être cette question-là aussi en tête, c'est très proche de la classe inversée, dans ce sens que on réfléchit pour modifier et pour faciliter un certain nombre de pratiques pédagogiques. On réfléchit sur l'environnement matériel à mettre en place, mais on peut le faire par toutes petites touches. On n'est pas obligé du jour au lendemain d'avoir une classe modèle avec des chaises roulantes, des choses très design qui sont très coûteuses. Et on peut, si on l'a, c'est bien, mais avant d'avoir ça, on peut commencer par de toutes petites choses et on rentre par petites touches dans une nouvelle démarche, mais qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la démarche ne peut être que globale, où on réfléchit globalement à l'ensemble de la chaîne, ou si on change une seule chose et qu'on ne change pas le reste, ça ne marche pas. Donc c'est l'esprit de ce travail, Future Classroom, c'est l'esprit de la classe inversée, et c'est aussi ce qui est promu finalement par les gens qui croient que repenser la forme scolaire, ça n'est pas forcément tout casser et tout recommencer, mais c'est simplement s'adapter progressivement en partant du besoin de ses élèves. Je vous ai parlé de Vincent Fayet tout à l'heure pour le livre dont vous parliez. C'est à ça que faisait allusion Xavier Garnier. Il a commencé simplement, il s'est rendu compte que ses élèves avaient besoin du tableau pour réfléchir à plusieurs. Donc il les a autorisés à écrire sur les murs. Le chef d'établissement a dit, attention, à force d'écrire sur les murs et à chaque fois nettoyer, on va vous acheter des tableaux. Il a mis des tableaux sur les 4 murs de la classe. Et les élèves ont vraiment utilisé ces tableaux. Ça a été une sorte de support d'échange, de réflexion collective, et ça a complètement réorganisé sa classe. Et puis il a reconstruit son enseignement à partir de ça. Pourtant, il commence toutes ses séances par 10 minutes de cours magistral. Vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre, on ne remplace pas l'ancien par le nouveau, c'est des touches progressives, une évolution progressive et toujours sur la base d'une réflexion collective de la classe. C'est la même chose à l'échelle d'une académie. Là, c'est plus difficile et la notion de réseau permet quand même d'avancer dans ce sens. Il y a encore une équipe que je vous conseille d'aller voir. C'est à l'université de Cergy-Pontoise, le laboratoire ENA, avec Laurent Janin, qui a tout un travail depuis plusieurs années sur l'architecture scolaire. Là. On n'est plus simplement dans l'espace de la classe, on est plutôt dans comment on construit de nouveaux bâtiments, l'école du futur, le bâtiment scolaire du futur, avec l'idée d'aider les collectivités qui financent. N'oubliez pas que ce n'est pas le ministère ni l'académie qui finance les bâtiments et les murs, ce sont les collectivités locales. Alors parfois elles font des lycées magnifiques ou des collèges magnifiques et qui sont complètement bloquants par rapport aux pédagogies qu'on veut mettre en œuvre. Donc ce lien avec la collectivité, cette conception aussi globale et architecturale de l'école du futur, elle est développée par un certain nombre de laboratoires et aussi par la Cité du Design à Saint-Étienne.